Il m'a dit: «Mais pourquoi vous avez tout le temps besoin de travailler sur vous?» Et en fait, là, ce que j'ai compris, c'est que finalement, peut-être qu'un de mes gros nœuds, c'était que je m'acceptais pas complètement comme Ouais. j'étais. L'exemple le plus terrible, c'est d'être complètement hors de moi, Ok. d'être folle en fait. Ouais. D'avoir vécu une situation, je me suis dit non, mais là, je suis en train de dégoupiller. Il a dû vriller, le gars. Plus vous allez aller vers ça, plus il faut absolument vous ancrer, plus il faut absolument être beaucoup plus terrien, il faut être beaucoup plus dans l'action. Parce qu'on ne se rend pas compte en fait, mais c'est tellement magique, on se sent tellement bien quand on fait monter sa fréquence qu'on a envie de rester là-haut perché. Oui, c'est ça, Mais c'est à un un moment piège. donné, en fait, du coup, on vit plus sa vie. Nos chemins de conscience aujourd'hui avec Sophia El Mokri. Salut Sophia. Salut Alexandre. Tu es psychothérapeute à Toulouse, Oui. mais tu as quand même plusieurs cordes à ton arc puisque tu étais une assidue, une passionnée des études. Raconte-nous ça. Oui, c'est vrai. C'est vrai que j'ai passé beaucoup de temps à étudier. Donc j'ai un master d'anthropologie, un master de sociologie, un master de psycho. J'ai fait une école privée en plus pour devenir psychothérapeute. Donc on peut dire que j'ai été une bonne boulimique des études. Ça, c'était vraiment une énergie, c'était spontané, c'était en toi ou c'est... Mais totalement. En fait, depuis que j'ai 6 ans, depuis que j'ai appris à lire, pour la petite anecdote, je m'enfermais dans les toilettes et ma mère elle me dit: «Mais Sophia, sors!» Et je voulais pas sortir des toilettes parce que je voulais finir mon livre. Et depuis, en fait, j'ai toujours énormément lu. J'ai lu plus de 700 bouquins et en fait, je sais pas, j'aime apprendre. Donc, je passe ma vie à apprendre. Donc là, ça fait 20 ans que tu es psychothérapeute? Non, ça fait moins, ça fait 15 ans. Ouais. On va dire que je suis intéressée par l'univers des énergies, ça fait 20 ans, et j'ai lu mon premier livre de psycho quand j'avais 14 ans. Ok. Donc j'ai avalé des tonnes et des tonnes de bouquins de psycho depuis que j'ai 14 ans. Donc je suis tombée dans la marmite assez tôt, on va dire. Durant ta vie, tu as eu beaucoup d'expériences différentes, tu l'as dit, notamment avec les énergies. Tu as aussi créé ton académie, mais ça, on en parlera tout à l'heure. Ce qui m'intéresse, notamment dans nos chemins de conscience et d'une manière générale dans la vie, c'est d'aller voir un peu le côté sombre, le côté obscur, les failles. Ah merci. Est-ce que tu peux nous parler de tes failles? C'est quoi les failles de Sophia? Et comment tu vois ça déjà? Les failles de Sophia, il y en a plein. Ce qui me vient spontanément, c'est l'envie de toujours aller chercher toujours la meilleure version de moi-même. Et c'est vrai que c'est très à la mode d'aller chercher la meilleure version de soi-même. Et je me suis rendu compte que ça avait une limite en fait, et que il y avait un équilibre à trouver. Et cet équilibre, c'était juste, à la fois, ok, c'est bien d'être dans une recherche pour aller toujours mieux, pour être dans une sérénité, un apaisement, un bien-être avec soi-même. Mais c'est aussi important de se dire, ok, à un moment donné, il faut aussi arrêter et juste si on s'acceptait comme on est. Voilà. Et donc j'ai compris que c'est comme le jour et la nuit. Le jour, c'est le soleil, on a envie d'avancer, d'évoluer. Notre âme a besoin d'évoluer. Et puis, la nuit, c'est bien de se reposer, de se dire ok. Et si j'accepte aussi pleinement qui je suis et même mes souffrances en fait, si je les acceptais aussi. Voilà. Donc c'est un juste équilibre à trouver. Et on va dire que moi, j'étais plutôt dans l'excès. Du perfectionnisme? Oui, totalement. À toujours, j'ai fait 20 ans de thérapie. Donc à toujours vouloir aller vers un mieux-être. Et à un moment donné, on peut aussi tomber dans vouloir toujours aller mieux, dans une espèce de contrôle aussi de soi-même. Ouais. Et c'est bien aussi d'apprendre à lâcher, de se dire aussi qu'il y a le rythme de la vie et il y a des événements qui font que ces événements-là nous font évoluer. C'est pas bien de dire ça en tant que psy. Les psys vont pas aimer mon discours, mais pour moi, c'est vraiment une histoire d'équilibre. Stagner toute sa vie et ne pas faire un travail sur soi, c'est super dommage de rester avec ses souffrances, mais faire que ça, que aller et chercher tout le temps de manière de manière un peu obsessionnelle dès que j'ai une souffrance, je vais essayer de travailler dessus. Bon, on n'est pas non plus dans la logique de la vie. Donc voilà, je suis toujours en train de chercher cet équilibre. Quels sont les événements qui t'ont poussé justement à te rendre compte que tu allais trop loin? La parentalité peut-être, le fait d'être mère? Non.
Non, parce que quand j'ai eu ma fille, il y a eu une grosse ouverture au niveau spirituel pour moi. C'est vraiment là que j'ai vraiment intégré le quantique. Donc je suis allée, et le quantique c'est un univers euh, assez dingue, parce qu'on se rend compte qu'on peut faire des choses assez incroyables. Donc au contraire, je suis allée dans l'extrême à ce moment-là, beaucoup plus, on va dire, aller expérimenter des choses, tester des choses. Donc non, c'est venu après. Alors juste, Oui. définis ce que c'est pour toi le quantique pour les personnes qui nous regardent et qui ne savent pas ce que c'est. Oui, alors le quantique, Parce qu'on en entend beaucoup parler. Oui, on entend beaucoup parler du quantique, c'est vrai. Donc on connaît la physique quantique et en fait, en gros, dans la thérapie, c'est qu'on part du principe que tout est fréquence, tout est vibration. Moi, j'aime bien donner l'image de l'ordinateur. Alors, pour une psy, c'est pas génial non plus de donner cette image-là, mais on va dire un ordinateur avec un cœur. Mais en gros, c'est comme si on a une base de données. On va dire cette base de données, ce sont nos programmes, ce sont nos croyances qui sont héritées, on va dire, de notre famille, qui sont héritées également de nos vies antérieures, héritées de notre éducation. Et tous ces programmes-là, ça fait comme si, en fait, c'est avec ces programmes qu'on construit sa réalité. Et donc, avec le quantique, en fait, on se rend compte que, comme dans un ordinateur, on peut aller chercher le programme qui est à l'origine de notre souffrance, supprimer le programme et le remplacer par un nouveau programme. Donc, ça fait très bizarre de le dire comme ça, surtout, Ouais. voilà, on est là, mais il est où le côté humain dans tout ça? Donc là, c'est bien sûr qu'une image, mais c'est pour dire que on comprend que tout est fréquence. Une croyance, une pensée, c'est une fréquence. Et aujourd'hui, en fait, on peut avoir l'information qu'il y a cette fréquence-là qui n'est pas en adéquation avec ce qu'on a envie de vivre, et on peut libérer cette fréquence et intégrer une nouvelle fréquence. Donc ça, c'est quelque chose dans lequel tu t'es lancé à fond, je m'en souviens. Ça fait maintenant Oui. pas mal de temps qu'on se connaît. Oui. Et tu m'en avais parlé, tu étais à fond dedans. Et c'est quelque chose aussi, c'est la manifestation. On peut appeler ça comme ça, créer sa Oui. vie par les pensées, par la manifestation. Oui. Est-ce qu'il y a, tu rapproches ça un peu avec la foi ou pour toi ce sont deux choses différentes? Oui et non. Effectivement, dans le quantique, en fait, on comprend que on crée notre réalité à partir de nos croyances. Donc, ce que j'appelle des programmes, ce sont nos croyances, limitantes, on va dire, qu'on a héritées, voilà, de schémas familiaux, par exemple. Et donc, on crée notre réalité à partir de ces programmes-là. Et effectivement, si on veut transformer notre réalité, il faut transformer ses croyances. Ouais. Donc, effectivement, dans le quantique, on comprend qu'on peut agir en fait sur notre vie et on peut créer une partie de notre vie. Mais je ne pense pas qu'on puisse créer à 100% notre vie. Je pense qu'il y a déjà des choses qui sont prédéfinies, mais qu'en grande partie, effectivement, on peut manifester des choses. Mais comme je le disais tout à l'heure, c'est une histoire d'équilibre. C'est-à-dire que si on passe son temps à vouloir manifester, on n'est pas non plus dans le présent et on n'accepte pas, on n'est pas dans le lâcher prise et on n'accepte pas ce que nous offre la vie. Donc c'est vraiment un équilibre à trouver. Donc à ce moment-là, tu es à fond là-dedans, dans cette manifestation quantique Oui. de ta vie et se produit un événement où à un moment donné, tu te rends compte que tu es un peu trop perfectionniste ou que tu te rends compte que certaines failles se mettent plus en lumière peut-être? Alors il y a eu plusieurs déclics. Le premier là qui me vient, c'est que je suis allée voir une kinésiologue parce que je continue à travailler sur moi. Et cette kinésiologue m'a dit, en fait, je lui ai juste dit, en fait, je lui ai parlé de ma fille en lui disant, oui, il faudrait que je revienne te voir en fait parce qu'il faut que je travaille ça par rapport à ma fille. Et elle me dit, mais ça fait combien de temps que vous travaillez sur vous? Et je lui dis, ça fait 20 ans. Elle me dit, mais c'est quand vous allez arrêter? Et c'est la première fois qu'on me dit ça. Et là, ça m'a fait un déclic. Elle m'a dit, mais pourquoi vous avez tout le temps besoin de travailler sur vous? Et en fait, là, ce que j'ai compris, c'est que finalement, peut-être qu'un de mes gros nœuds, c'était que je m'acceptais pas complètement comme j'étais. Et donc, j'allais toujours chercher une meilleure version de moi-même parce que je m'acceptais pas complètement comme j'étais. Donc voilà, ça a été un des déclics. Il y en a eu d'autres. Qui m'a un petit peu permis de modérer un petit peu cette envie de toujours plus, toujours plus, toujours plus. Le fait d'être psychothérapeute aussi, de vouloir être entre guillemets à la hauteur de l'image qu'on renvoie, ça peut aussi
je dirais, alimenter ce côté perfectionniste, de vouloir être toujours la meilleure version de Oui, soi-même parce que tu es ouais. psychothérapeute. Ça, c'est très intéressant ce que tu relèves là, parce que c'est vrai que en tant que psychothérapeute, en plus, enfin, ce qu'on nous transmet dans nos études, c'est il faut avoir une position de neutralité bienveillante, donc il faut être neutre. Et donc, en tout cas, mon expérience a été, il faut que je sois le plus neutre possible, donc je peux pas être moi-même. Et puis aussi, et je pense que c'est aussi c'est une de mes failles et que j'ai vraiment comment dire expérimenté pleinement, c'est bah oui effectivement je suis psy donc quelque part inconsciemment je me mettais une pression de j'ai peut-être si je peux accompagner les autres c'est que moi-même j'ai résolu certaines choses. Ouais. Et donc j'ai dû déconstruire absolument tout ça. En fait, même si ça fait 15 ans que je suis psychothérapeute, même si aujourd'hui j'ai une école et j'ai formé plus d'une centaine d'élèves, mais en fait je suis encore, on va dire, je suis pas arrivée à la perfection de moi-même, même si j'ai joué le jeu et j'y ai cru pendant un temps. Enfin, en tout cas, j'ai joué ce rôle-là de la psy parfaite. Et puis j'ai eu besoin de tout déconstruire. Et aujourd'hui, en fait, quand on me voit en thérapie ou quand on me voit avec mes élèves, je suis exactement la même que dans ma vie de tous les jours. Alors qu'avant, il y avait vraiment une différence, en Un fait. masque un peu. Complètement. Et oui, parce que ça, c'est l'une des plus grosses critiques en fait sur la thérapie d'une manière générale, même chez les psychologues. C'est comment est-ce qu'on peut accompagner quelqu'un quand on n'a pas vécu cette expérience-là. Ouais. Alors, c'est hyper intéressant. Tous les points que tu soulèves. Bah, j'ai fait des thérapies. Surprise. Euh, En fait, il y a les deux. C'est-à-dire que moi, je dis toujours à mes élèves, c'est hyper important que vous puissiez faire un travail sur vous. Pour être un bon thérapeute, il faut avoir compris ce que c'est qu'un cheminement personnel. En fait, ce qui compte, c'est d'être dans le chemin, c'est d'avoir vécu l'expérience. C'est pas d'avoir tout vécu, c'est pas d'avoir tout solutionné, mais c'est d'avoir compris quel est ce processus-là, qu'est-ce que c'est que travailler sur soi. Voilà. Ouais. Et ça fait partie de ce chemin-là, de ce chemin de conscience. Mais que j'aime bien appeler ça comme ça, puisque c'est vrai qu'on on peut cheminer, mais que ça devienne un peu comme une habitude, comme une routine, de toujours vouloir avancer, mais en oubliant d'être là, ici, présent en soi. Comment est-ce que tu vois ça, toi, la présence, la conscience? C'est quelque chose qui t'anime ou c'est vague? Alors, ça va pas te faire très plaisir ce que je vais te dire. Allez, vas-y, c'est pas grave. Alors, j'ai été longtemps dans cette quête-là, Ok. de la zénitude, d'aller chercher ma paix intérieure. Donc, voilà, j'ai fait du qigong, j'ai fait du yoga, j'ai fait de la méditation, j'ai fait beaucoup de nettoyage énergétique pour toujours aller chercher cette paix intérieure. Et en fait, un jour, je me suis dit, je vais me foutre la paix et je vais accepter que je peux pas être tout le temps zen et que j'ai des émotions et que je suis traversée par ces émotions-là et c'est ok. Donc, pareil, c'est toujours une histoire d'équilibre. Et en fait, moi, je suis arrivée aujourd'hui c'est marrant, à un chemin de ma vie où j'ai tellement été là-dedans que là, je suis en train d'expérimenter complètement autre chose. De plutôt me foutre la paix et de me dire, ok, en fait, ouais, je peux ne pas être tout le temps zen, je peux me mettre en colère et je suis beaucoup plus impulsif qu'avant. Ok. Ouais, pour moi, en fait, on pourrait... C'est génial. Ouais, je Parce suis... qu'on a vraiment des chemins inverses, quoi. Ouais, totalement, totalement. C'est-à-dire qu'avant, j'avais du mal à exprimer ma colère. Maintenant, j'ai plus aucun problème. Ok. Maintenant, en fait, quand je sens tout de suite, enfin, ce qui m'aide beaucoup, c'est qu'aujourd'hui, je suis très, très à l'écoute de mon corps. Par contre, ça reste ma boussole et ça reste un grand repère pour moi. C'est ce que je ressens. Et si je ressens qu'à un moment donné, il y a une personne où je me suis sentie manquer de respect, je vais réagir de suite. Alors Ok. qu'avant, je prenais sur moi, j'étais plutôt lisse, zen, je prends du recul, ça lui appartient. Là, non, là, je prends ma place, là, je suis une terrienne, je suis là. Donc voilà, donc vraiment, je suis dans un cheminement effectivement un peu inverse. Ok. Et comment tes proches ont réagi? Parce que ça, c'est un changement qui est énorme. Ça switch du jour Ouais, au lendemain. oui, C'est un oui, virage à 180 degrés. Mais j'imagine qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas compris. c'est vrai. C'est vrai, c'est intéressant, tu me donnes vraiment sur des choses clés. Alors, ça a commencé avec mon frère.
parce que pendant longtemps j'étais très à l'écoute, j'étais un peu forcément la psy de la famille, et puis j'ai écouté pendant très longtemps mon frère, tous les jours il m'appelait, voilà, j'étais très à son écoute, je lui conseillais, ça me donnait un rôle, donc j'étais contente. Et puis en fait, quand j'ai commencé vraiment à avoir mon cabinet, à avoir des patients, je lui ai dit, j'ai compris qu'il fallait que je sorte du rôle du sauveur. Et je lui ai dit, en fait, je vais plus pouvoir être là pour t'écouter parce que je suis pas ta psy. Et je pense que c'est bien que tu ailles voir une psy, en fait. Je suis ta sœur. Je suis ta petite sœur, en plus. Et en fait, il a hyper mal pris. Il m'a dit, t'es la fille la plus égoïste au monde. Oh, ça pique. Ça pique très fort. J'ai dit, purée, ça fait 10 ans que j'écoute. Ça fait 10 ans que je suis patiente. Et voilà, ce que je me prends à la gueule. Mais bon, ça fait partie du jeu, quoi. En même temps, quand on est dans le complexe du sauveur, et je sais ce que c'est aussi parce qu'on a tendance à s'oublier. Totalement. Et donc, le fait que ton frère te renvoie que tu es égoïste, en fait, c'est « Ah, bah oui, enfin !» Enfin, je pense à moi, quoi. C'est exactement ce que je lui ai dit. Je dis merci, c'est un compliment. Bah oui. Je dis merci, ça veut dire que ma thérapie, elle a marché. Ouais, donc ça a été effectivement la première réaction. Pareil avec ma mère, ça a été très compliqué aussi parce que j'étais aussi celle qui l'écoutait, j'étais la bonne oreille. Donc ça n'a pas été facile. Il y a eu une grosse distance qui s'est installée avec mon frère et avec ma mère. Et puis en fait, j'ai fait un travail pour prendre ma place de la petite en fait, que j'ai jamais vraiment été. Et tout a changé. Et ça a été incroyable avec ma mère. Ma mère est devenue ma mère en fait. Vraiment, elle a aussi fait ce travail-là sur elle. Elle a fait, elle pour le coup, elle est allée voir quelqu'un. Elle a fait un super travail et du coup aujourd'hui on a une belle relation. Ah, génial. Ouais, on a une relation de fille et de mère. Voilà, comme quoi ça, les choses peuvent changer et ça a mis du temps, mais. Ouais. À partir du moment où on prend vraiment sa place, ça va forcément avoir un impact sur notre entourage et sur le monde d'une manière générale. Oui. Et donc toi, c'est comme ça que tu as pu traverser en fait ces épreuves et surtout surmonter un peu tes failles, en tout cas mieux les accepter. Alors, j'ai pas très bien compris la question. Est-ce que tu veux me En gros, au travers de toutes ces expériences et de ces décisions, les sépares de toi-même, ces zones d'ombre, c'est comme ça que tu as pu accepter ça finalement, accepter ces différentes zones d'ombre et les accueillir, vivre un peu plus en paix avec ça. Si je suis sincère, c'est pas si vieux que ça, le fait d'accepter mes parts d'ombre. Enfin, on va dire par exemple, quand mon frère m'a dit que j'étais la fille la plus égoïste au monde, forcément ça a bien piqué, mais il y avait une partie de moi qui me disait bon c'est cool, enfin je suis égoïste, enfin je pense à moi, mais il y avait une partie quand même qui était pas très confortable avec ça. Donc j'ai commencé ce travail-là depuis longtemps, mais vraiment d'assumer complètement mes parts d'ombre, ça reste quand même assez récent. Ok. Ouais. Et dans le couple, tu as vu des changements? Parce que forcément, enfin, on le sait tous et toutes, mais c'est quand même la relation qui nous fait le plus travailler. Ah oui, totalement. Donc j'imagine que ça a dû changer des choses, d'abord avec le père de ta fille, ensuite dans d'autres relations. Le fait que je sois moins lisse et que je sois moins tout le temps... en fait, avant, c'est vrai, ce que je faisais, c'est que je me remettais tout le temps en question et je me disais, bon, ok, j'ai cette souffrance, je vais aller travailler dessus. Et puis, j'ai compris que il fallait aussi que je vive avec qui j'étais, en fait, et que je rentre dans une relation avec qui j'étais pleinement et mes failles, mes souffrances, mes fragilités, que j'avais pas toujours besoin non plus de travailler sur moi, que l'autre aussi pouvait faire sa part du travail. Est-ce que... On va dire que pour moi, mes relations amoureuses m'ont bien fait bosser. En fait. Et la dernière, elle a bien fait ressortir ma part d'ombre. Là, j'ai vu une partie de moi que j'aurais jamais imaginé voir. Ok. Ah ouais, vraiment. Parce qu'à la base, je me suis construite comme la petite fille sage, le petit ange. Ma mère me disait, mais des bébés comme toi, j'en veux 10, parce que j'étais toujours calme, tout était ok. Et là, je me suis vue. Je me suis dit, c'est pas possible, c'est pas moi. Tu peux nous donner un exemple? Sans te mettre mal à l'aise, mais tu peux prendre le plus cool. Hein. L'exemple le plus terrible, c'est d'être complètement hors de moi, d'être folle en fait. Ouais.
d'avoir vécu une situation, je me suis dit non mais là je suis en train de dégoupiller. Il a dû vriller, le gars. Il a Ou pas alors, dû comprendre. c'est lui qui m'a fait vriller. Oui, il y a des gens qui appuient. Ouais, voilà, c'est ça. Ça dépend C'est des personnes. exactement ça. Et en fait, maintenant, je le remercie parce que sans lui, je serais jamais allée voir cette partie de don, je me serais jamais vue comme ça dans ces états pareils. Et je me dis, ah ouais, ok. Je suis ça aussi, en fait. Et cette facette, puisque c'est une facette, hein, tu l'appellerais comment? L'hystérique, Est-ce tu lui donnes un petit nom? Un petit mot, ouais, là, j'ai pété un plomb, la folle, en fait. Là, j'ai touché du doigt presque la folie, on va dire. Ouais, ça Parce que m'est arrivé j'étais hors aussi, de moi, je me maîtrisais plus du tout. Ouais. Alors que je suis quelqu'un enfin, je veux dire, j'ai toujours essayé de tout le temps maîtriser, et en particulier la colère. À jamais m'énerver, ouais, voilà, parce que pour moi, c'était pas quelque chose de positif. Donc bien sûr que l'idée, c'est pas d'être tout le temps en colère, et c'est pas de nourrir cette émotion-là, mais quand elle vient aujourd'hui, je l'accueille, et c'est ok. C'est la colère, c'est aussi une émotion qui est positive parce qu'elle nous permet de nous protéger quand on sent notre identité en danger. Donc maintenant, je l'accepte beaucoup plus, je l'exprime beaucoup plus. C'est vrai que si tu poses la question à ma mère, parce qu'on discute beaucoup avec ma mère, elle te dirait, Sofiane, c'est plus du tout la même en fait. Ok. Ouais, et souvent elle me dit, mais qu'est-ce que tu me surprends? Et il y a un temps, c'était pas très positif, et maintenant, ça devient très positif, donc tout va bien. Justement, dans ton expérience en tant que psychothérapeute, tu as appris différentes manières d'être psy. Et Oui. aujourd'hui, dans notre société, je crois qu'il n'y a jamais eu autant de manières d'être psy. Oui. Moi, je trouve ça assez positif, mais pour beaucoup de psy, c'est assez péjoratif. Toi, comment tu vois ça? Aujourd'hui, on peut être psy en 3 semaines presque. Enfin, tu vois, il y a un peu de tout sur le marché, je dirais. C'est vrai qu'il y a un peu de tout. Moi, en fait, comment les choses se sont mises en place pour moi, c'est que quand j'ai fait des études de psycho, quand j'allais à la fac, je me disais, c'est pas possible. Je rêve. Parce qu'on nous apprend en fait des théories qui ont 100 ans. Pour moi, c'était complètement obsolète. Et en plus, je sortais de là, j'étais mal, j'étais angoissée. Parce qu'on parlait que de la maladie, de la psychopatho. Et c'était pas du tout ce que j'étais venue chercher. Et donc, j'avais une petite voix à l'intérieur de moi tout le temps qui me disait, mais il faut revoir en fait, il faut qu'on revoie tout. Parce que c'est plus notre temps. Ce qu'on nous apprend, c'est plus notre temps. Bien sûr qu'il y a des choses encore qui sont d'actualité, mais la société, elle a complètement changé. C'est plus du tout la même que il y a 100 ans. Et donc, pour moi, il fallait vraiment revisiter la psychothérapie pour aller vers une psychothérapie beaucoup plus efficace et moins dans le pathos. Le pathos, c'est-à-dire dans le drame, dans la souffrance, d'aller revivre des trucs douloureux. Donc c'est pour ça que du coup j'ai créé mon école et j'ai créé une autre approche beaucoup plus simple, ludique et plus efficace bien sûr, parce que pour moi c'est quand même le plus important, c'est de se libérer rapidement de ses souffrances. Et pour répondre à ta question, c'est vrai qu'aujourd'hui il y a plein d'approches différentes. Je pense que c'est positif en fait que pour moi c'est une explosion de créativité. C'est-à-dire que chacun veut aller créer sa propre méthode et en fait et du coup il y a des pépites qui sortent en fait de ça, de toute cette créativité. Après effectivement, pour moi ce qui est hyper important c'est quand même la posture, le cadre, c'est-à-dire que effectivement avec l'énergétique on se rend compte qu'on peut faire des choses incroyables, on peut libérer des personnes très rapidement, mais pour moi si la personne n'est pas ancrée, si elle n'a pas un cadre, si elle a pas une posture sécurisante, effectivement des fois ça peut être un peu dangereux. Ouais. Donc ce qui est hyper important en fait, bon déjà c'est bien sûr c'est d'aller vers l'approche qui nous parle, qui résonne en nous, c'est d'aller on va dire vers une personne en qui on a confiance et surtout avec qui on se sent en sécurité. Une fois que le lien en fait on va dire de confiance est installé, qu'on se sent en sécurité avec la personne, là on peut commencer un travail intéressant.
Mais effectivement, les personnes, bon, c'est vrai qu'on, je vais me faire un peu taper sur les doigts, mais c'est vrai qu'en énergétique, il y a beaucoup de gens qui viennent dans les salons, ils vont te dire ah oui, je sens ça chez toi, ton chakra est déséquilibré, machin, je vois une entité. Non, ça pour moi c'est de l'abus de pouvoir. Tu viens pas et tu dis aux gens t'as ça, ça, ça et ça. Donc pour moi ça c'est une histoire d'éthique. C'est-à-dire qu'un thérapeute, il va pas aller voir la personne lui dire tu as besoin de moi, il faut que tu viennes me voir. Donc c'est la personne qui doit faire sa démarche et qui doit vraiment aller chercher la personne qui lui convient. Donc, ouais, donc pour moi, c'est une histoire de cadre. C'est hyper important. C'est-à-dire que c'est comme un enfant en fait. Quand on éduque un enfant, bah, quand il a un cadre clair, il est en sécurité et à ce moment-là, on peut s'amuser avec lui, on peut créer, on peut jouer. Pour moi, c'est la même chose. Une fois qu'il y a un cadre qui est bien posé, là, on peut s'éclater, on peut créer. Et moi, je dis à mes élèves, je vous apprends des outils, mais ce qui compte avant tout, c'est que vous puissiez aussi vous approprier ces outils et créer vos propres outils. Oui, Et voilà, ne pas rester figé dans un apprentissage. Mais par contre, là où je suis, c'est vrai que ça ne paraît pas comme ça, mais je suis très carrée sur le cadre et sur l'éthique. C'est avant tout, c'est tenir ta posture de professionnel. Ça, c'est clair. La posture professionnelle, ça ne veut pas dire être en retrait, être en froid, être dans une neutralité bienveillante comme je l'ai appris. Pas du tout. Bon, je vais pas détailler ce que c'est une posture professionnelle, mais pour moi, en fait, ce qui est hyper important, c'est d'être en empathie, d'être dans un échange, d'être, on va dire, moi, par exemple, je ressens tout ce que ressentent mes patients et j'ai toutes les informations de ce qui est, même les pensées qu'ils ont, je les ressens en même temps. Donc, je suis très, très avec eux, en fait. Mais ça n'empêche pas que je tiens mon cadre. Donc voilà, pour moi, c'est ça le plus important. C'est de se dire, ok, est-ce que cette personne, elle tient son cadre? Donc, l'académie, c'est l'Académie Mana Quantique que tu as fondée il y a 5 ans. Oui. Aujourd'hui, il y a même une plateforme en ligne, Oui. depuis l'année dernière. Oui. Le point de départ, c'est quoi? C'est quoi le point de départ? À quel moment tu t'es dit, ok, non, il faut que je crée ça parce que là, il y en a marre. Je me suis jamais dit ça. Okay. C'est mon interprétation. Non, mais en fait, il y a quand même un peu de vérité dans ce que tu dis, c'est-à-dire que je me suis toujours dit qu'il fallait réinventer la psychothérapie. Donc j'ai toujours eu cette petite idée dans ma tête, mais je me suis dit, mais jamais je le ferai, enfin jamais je créerai cette école. Pourquoi? Parce que mes parents ont une école, mais pas rien à voir, ils ont une école, on va dire, scolaire. C'est-à-dire que c'est une école privée au Maroc et ils reçoivent les enfants de la maternelle au lycée. Et pour mes parents, c'était une évidence que j'allais reprendre l'entreprise familiale et que j'allais voilà, poursuivre ce projet familial. Sauf que bah, forcément, j'avais besoin de faire ma propre expérience. Et donc pour moi, j'avais surtout pas envie de reproduire le schéma parental. C'est-à-dire que j'ai vu mes parents, enfin c'est un projet magnifique, mais se tuer à la tâche, c'est beaucoup de travail, c'est une grosse responsabilité. Donc dans ma tête, impossible, je crée une école. Et donc comment ça s'est passé? Parce qu'en plus moi je me disais oui, si je crée mon école de psychothérapie, il faut que ça soit carré, il faut que je sois reconnue par mes pairs, machin. Pour moi c'était un truc énorme en fait. Et en fait, finalement, ça s'est fait tout seul parce que quand j'ai commencé à intégrer le quantique à on va dire, à mes séances, j'ai eu des résultats tellement fous que je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours accompagné beaucoup de médecins, de psychomotes, d'orthophonistes. Donc la plus grosse de ma patientèle, c'était des personnes ou du médical ou du paramédical. Et quand ils voyaient le résultat sur eux, ils me disaient non mais Sophia, il faut que tu nous formes en fait. Et donc j'ai eu 3-4 personnes qui m'ont demandé en très peu de temps de les former, mais moi je leur ai dit non mais j'ai rien, j'ai pas de contenu, ils m'ont dit non mais juste forme-nous sur la pratique. J'ai dit ok. Et je les ai formés sans aucun support en fait théorique. Donc je les ai formés à la pratique. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et puis petit à petit, j'ai commencé à créer les supports et puis j'ai commencé à structurer mes formations. Mais ça a commencé par une demande, sinon je l'aurais jamais fait parce que ça me semblait être une montagne. Ouais, mais c'est souvent comme ça. Enfin, j'ai souvent eu des retours de cette manière-là, ouais, où en fait les gens se sont mis en place parce qu'ils avaient une demande de personnes en fait. Et après de se dire ah mais en fait ok il y a de la demande donc je me sens légitime parce que c'est aussi une question de légitimité de se dire je vais rajouter une autre manière de voir la thérapie comme s'il n'y en avait pas assez. Et ça au début ça t'a traversé cette question de légitimité ou les demandes que tu as eues ont suffi à légitimer le fait de créer cette académie? Alors c'est vrai, je l'avais jamais vu comme ça, tu as tout à fait raison. Le fait qu'on vienne vers moi, en fait, je me suis pas posé question de la légitimité.
J'avoue que j'ai toujours eu confiance dans ce que je faisais parce que je me sentais complètement à ma place. Je me suis toujours éclatée dans ce que je faisais et que mes patients allaient de mieux en mieux. Donc c'est ça qui est génial en thérapie, c'est qu'en fait, quand tu bosses et t'as un patron, t'as pas un patron qui t'applaudit tous les matins. Moi, quand t'es thérapeute, les patients, tu les vois revenir avec le sourire, ils te remercient, ils te disent non mais c'est incroyable, je ressens plus cette souffrance. Donc il y a ces retours très positifs qui font que ça alimente une confiance en soi. Et donc j'ai jamais trop douté de ma façon de pratiquer. Mais par contre, imaginez monter une école comment dire, et d'avoir la reconnaissance de mes pairs. Je sais, là effectivement, pour moi, ça me semble être quelque chose de trop complexe. Et là, en plus, un médecin qui me demande de le former, j'étais là, non mais incroyable. Ouais, c'est ça. Et puis, c'est con à dire, hein. C'est un peu nul, mais c'est vrai que le fait que ça soit un médecin, une orthophoniste, une psychomote qui me demande de les former, c'est vrai que ça joue. Et ça m'a donné, on va dire, ouais, comme une certaine reconnaissance. Ouais. Et comment est-ce qu'on peut te contacter? Alors, quels sont tes canaux de diffusion et les moyens d'entrer en contact avec toi? J'ai mon site internet, mon vieux site internet. Et en fait, parce que je suis en train de créer un nouveau, mais bon, il n'est pas encore prêt. Mais en tout cas, dans mon ancien site internet, il y a tout un volet formation. Et là, tout est réactualisé. Donc, j'explique vraiment mon approche, comment elle est différente et pourquoi mon approche est efficace. Et elle fonctionne. Et puis mon compte Instagram aussi, voilà, où je parle un petit peu, je donne pas mal de petits conseils, et c'est plus tourné énergétique. Ouais. Voilà, parce que du coup l'idée c'est de faire connaître un peu le quantique. C'est vrai que c'est pas très connu et c'est très mystérieux. Voilà, il y a quand même un mystère autour du quantique parce que c'est vrai. Pourquoi il y a un mystère? Parce que il faut vraiment l'expérimenter pour ressentir la libération. Parce qu'en fait, l'expliquer, ça va au-delà du mental. Le mental a du mal à concevoir qu'on peut aller aussi loin. Et donc il faut le ressentir, le vivre pour se dire ah ouais, incroyable. Là, une souffrance que je me trimballe depuis 30 ans, là en quelques secondes, elle s'est libérée. On a du mal à y croire. Il faut le vivre pour y croire. Donc le quantique en fait n'est pas encore concevable pour on va dire la majorité Oui, c'est ça. voilà de la conscience humaine. Tous les liens sont dans la description de la vidéo juste en dessous. Et ce que tu dis, ça me fait penser aux vidéos que tu partages. C'est souvent autour de se réapproprier notre propre pouvoir. Ouais, c'est vrai. J'ai remarqué ça, je regardais et tout, Oui. puis j'ai ah ouais tiens, ok. Et oui, ça c'est vrai ouais. que c'est un gros leitmotiv. C'est un des plus gros messages que je transmets dans mes formations, dans les accompagnements que je fais. C'est l'objectif, c'est que chacun reprenne son pouvoir personnel. On peut le reprendre en faisant un travail sur soi et en se libérant des émotions et des souffrances qu'on peut avoir, mais aussi en énergétique. L'énergétique, c'est aussi une bonne façon de récupérer son pouvoir parce qu'en fait, on passe notre temps. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est fait d'énergie et qu'on passe notre temps en fait à à échanger l'énergie avec tous les gens qu'on croise, qui nous entourent. Et donc, en très peu de temps, en fait, une personne peut récupérer notre pouvoir au niveau énergétique sans qu'on se rende compte. Et il suffit pas de grand chose pour récupérer son pouvoir et son énergie. Donc voilà, c'est vrai que l'énergétique, c'est quelque chose qui est hyper puissant. Et qui permet d'aller très vite pour aller récupérer sa lumière, une sensation de mieux-être, le sentiment de reprendre les rênes de sa vie. Donc pour moi, il y a vraiment le volet émotionnel, mais il y a le volet énergétique aussi qui est aussi puissant. À essayer, à pratiquer. En fait, c'est le meilleur moyen de toute manière, parce que c'est vrai que c'est très critiqué encore dans notre société, même si le côté être positif, toutes ces phrases positives, la méthode Coué, un peu, ça a de plus en plus le vent en poupe, mais je trouve que le meilleur moyen, c'est d'essayer. Oui. Et toi alors, qu'est-ce que tu as essayé qui a été vraiment pour toi marquant? Qu'est-ce que j'ai essayé qui a été marquant? Moi, c'est un peu l'inverse en ce moment. Il faut que je sois dans l'action. Là, tu vois, là, ce qu'on fait. À un moment donné, me répéter 3 fois par jour de le faire, ou si je pars sur des phrases positives,
en fait, je fais tourner en rond. Mais ça, c'est très propre à moi, c'est parce que je dois passer par l'action pour que derrière, ça puisse se mettre en place, quitte à ce que ça soit imparfait, quitte à ce que je mette ce t-shirt-là, alors que c'est le seul truc qu'il y avait dans mon coffre. Et ben aujourd'hui, je dis c'est pas grave, je mets ce t-shirt-là, c'est pas grave, la coupe, ok, je suis obligé de laisser tout ça de côté, parce que sinon, je reporte en fait. Et j'ai trop reporté dans ma vie, attendre d'être prêt. Tu vois, moi, c'était vraiment le truc, et j'en ai pas mal parlé avec Flo de la Vega, et de ça, ce truc de, en fait, t'es jamais prêt, quoi. Non. T'es jamais prêt. Et ça, Non. mais ça a mis énormément de temps. C'est très peu de temps que je l'ai vraiment intuité, que ça a eu un gros déclic en discutant avec lui et de me dire, mais en fait, je serai jamais prêt. Exactement. Et après, il y a eu d'autres échos, d'autres personnes. Voilà, Océanie pour les zéros, Damien, tu fais une petite dédicace aussi, qui m'a dit, mais Alex, tu seras jamais prêt, en fait. Il me dit, bah, c'est pas grave, tu te lances, ok. Bon, j'ai eu de la chance de pouvoir acheter du bon matériel, donc ça, déjà, c'est bien. Mais se lancer d'abord, et après, ok, bon, alors, du coup, je fais le point, je regarde, et ah oui, bon, bah là, en fait, sur cette vidéo-là, là, je suis bien, tu vois. Bah, il y a d'autres vidéos où je sais que je vais être moins réactif, où je vais mettre 30 secondes à tweeter ce que la personne vient de dire. Ben, c'est pas grave. Je vais, tu vois. Ouais, en fait, je trouve ça assez intéressant ce que tu dis. C'est vrai que moi, je dis beaucoup à mes élèves, je leur transmets pas mal, on va dire, une approche énergétique. Pas que, mais il y a quelques modules qui sont très, on va dire, axés sur l'énergétique. Et je leur dis, mais plus vous allez aller vers ça, plus il faut absolument vous ancrer, plus il faut absolument être beaucoup plus terrien, il faut être beaucoup plus dans l'action. Parce qu'on se rend pas compte en fait, mais c'est tellement magique, on se sent tellement bien quand on fait monter sa fréquence qu'on a envie de rester là-haut perché. Oui, c'est ça. Mais à un moment donné, en fait, bah, du coup, on vit plus sa vie. Donc, ça me parle beaucoup ce que tu dis, c'est que vraiment, pour toi qui est très aussi intéressé par la spiritualité et tout ce monde-là, je trouve que ça vient t'équilibrer le fait que tu sois dans l'action. Et c'est l'équilibre dont je parlais tout à l'heure. Ah oui, c'est indispensable. C'est indispensable. Et après, aujourd'hui, je suis dans une autre approche de la vie depuis quelques années où j'essaye de plus me laisser porter, comme si je suivais le courant, le flow, tu vois. Et de la Vega. ouais. Et je suis ça, ce courant. Et là, aujourd'hui, bah, j'ai enregistré 3 podcasts. Jamais j'aurais organisé ça. Et il y a quelques années, j'aurais dit non. Tu vois, et là, ce qu'on fait, je l'aurais annulé. Mais là, je décide de faire confiance, en fait. Ça se met en place pour moi, pas contre moi. Et donc, je me dis, OK, si ça se met en place, c'est que je suis capable de le vivre. OK, donc j'ai fait tant d'heures de route. Je me suis réveillé tôt, j'ai mal dormi cette nuit. Mais je suis là et je vis le truc. Et je dis, OK, vas-y, fais confiance. Plutôt que de devoir, tu sais, être rigide comme ça, à tenir les rênes et dire, bah non, c'est moi qui contrôle ma vie, en fait. J'ai vécu pendant plus de 35 ans comme ça, à être les rênes comme ça, à gripper. Et de me dire, bah, là, je me suis rendu compte récemment, mais non, en fait, non, tu tiens pas à grand chose, en fait. Est-ce que toi, t'as déjà vécu des expériences comme ça où tu t'es dit, mais en fait, je crois contrôler, mais je contrôle rien? Oui. J'ai eu une expérience comme ça parce que bah, justement, dans la formation que je transmets, les outils qu'on apprend, c'est des outils qu'on peut aussi utiliser sur soi et on peut se libérer soi-même de gros traumatismes. Et en fait, j'ai un peu abusé de ça. Et je me dis, et à chaque fois qu'il m'arrive un truc, je me dis, oh, c'est bon, je vais prendre un petit temps, je vais me faire une petite séance et ça va bien se passer. Et puis ça, franchement, pendant quelques années, ça a été hyper cool. Et puis un jour, j'ai pas réussi. Et en fait, et plus je le faisais, et plus je me sentais mal. Et je me dis, qu'est-ce qui se passe? Je comprends rien. D'habitude, ça roule, je me sens super bien, je fais ma séance et puis j'ai plus aucune émotion désagréable. Et là, je comprenais pas. Et plus je m'enfonçais dans des peurs. Et en fait, je me suis dit, bah écoute, j'ai pas le choix, je vais lâcher. Et là, j'ai dû lâcher prise et j'ai compris qu'en fait, c'était l'univers qui me disait, bon, Sophia, t'abuses là.
Là, tu peux pas non plus passer ton temps à te faire des séances et à te nettoyer et tout le temps bien. Donc ça a été aussi un des déclics qui fait que j'ai compris qu'il fallait que j'équilibre. Ça me fait penser aux mantras. Il y a les chants de mantras en Inde, ils sont très utilisés et ça fait vraiment du bien. Mais les gourous, hein, qui est un terme positif en Inde, parlent vraiment de pansement. Et le mantra, il fait du bien, mais c'est un pansement. Ça va pas guérir en profondeur le mal-être. Ouais, alors que là, franchement, les outils que je transmets, ils guérissent en profondeur. C'est-à-dire que quand on libère, en gros, j'ai observé qu'il y avait 4 origines à toutes nos souffrances. Et l'objectif, c'est d'aller toujours à l'origine de l'origine de l'origine de la souffrance. Une fois qu'on arrive à l'origine et qu'on libère l'origine de cette souffrance-là, cette souffrance disparaît. Donc c'est vraiment hyper profond. Mais c'est juste l'idée d'abuser, en fait. De passer son temps à se nettoyer, son temps à se faire des séances. Et ben, il y a un moment donné, on vit plus. On n'est plus dans la vie. Parce que la vie, il faut savoir se prendre des coups. Se dire, ok, j'ai mal. Bon, allez, c'est pas grave. J'accepte. J'accepte d'avoir mal aussi. C'est ça. Et là, ça peut être comme une fuite, en fait. Donc, voilà. Il faut trouver un équilibre. Exactement. C'est trouver un équilibre. Merci, Sophia. Grand plaisir. C'était très chouette. Tu as mis le doigt sur des choses hyper intéressantes et il y a des choses que j'ai dit pour la première fois. Merci beaucoup de ta confiance. Avec grand plaisir, c'était très chouette. Et à bientôt sur nos chemins de conscience.